Salut Daniel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est moi qui n'ai pas poli. Je dis salut. Moi, je te trouve très poli au contraire. Ouais. Ben, eux autres, ça me gênerait de leur dire salut, tu sais. Bienvenue au Centre d'Universalité pour une autre soirée rencontre avec Daniel. À soir, c'est, comme il vient de dire, là, c'est le chemin sur les chemins. Hein? C'est pas un chemin de gravelle, là, c'est un vrai chemin. Quand on va, Daniel, quand on regarde un chemin à l'intérieur d'un chemin, si on va en forêt, n'importe quoi, tu sais, on voit un chemin, puis des fois, tu as un chemin de tracteur qui a passé un houillère, tu sais. Puis quand tu essaies d'en sortir, ben, on est sur esprit, tu sais. Ça me fait penser à la condition de l'homme. Mais si tu regardes le chemin futur de l'homme, c'est plutôt comme une jungle, finalement. Tu sais, le gars, il rentre dans la jungle, puis le chemin se referme en arrière de lui, tu sais. Y a-t-il un parallèle à faire entre ces... Disons que moi, ce qui m'intéresse surtout, disons, de cerner ce soir, c'est le chemin sur les chemins. Les chemins, c'est quoi? C'est tous les chemins mis à la disposition de l'homme pour parvenir à être ce qu'il doit être. Et tous ces chemins-là qui sont proposés un peu partout autour de la planète, moi, j'aurais un chemin sur les chemins, disons, non pas à proposer, mais à annoncer. Alors, si on regarde les chemins qui permettent à l'homme d'arriver à se libérer, si on regarde les chemins qui permettent à l'homme d'arrêter d'avoir peur, ou les chemins qui ne font que placer de l'espoir en avant d'un être humain, d'un être qui évolue. Et à travers tous ces chemins-là, qui sont, ésotériquement parlant, ridicules, en ce sens qu'ils ne permettent pas l'évolution de l'homme, l'homme évolue à travers ce chemin, malgré ce chemin. Et tous les chemins mis présentement d'avant par l'homme pour permettre à l'homme d'évoluer, permettent à l'homme d'évoluer malgré le chemin, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas l'évolution, ils sont une embûche à l'évolution, ils empêchent l'évolution, et grâce à la souffrance, c'est-à-dire grâce au chemin d'évolution qui n'a pas été instauré par l'homme, grâce au chemin sur les chemins, l'homme évolue. Maintenant, l'homme est freiné par les chemins placés sur la terre par l'homme pour permettre à l'homme d'arriver à ce que l'homme aimerait ou d'arriver vers ce que l'homme aimerait arriver. Alors, ce qui fait que l'homme ne sait pas où il va, et malgré le fait que l'homme ignore où il bâtit un chemin pour y aller. Et ce chemin pour y aller a été exprimé de milliers de façons, et ces chemins, c'est sur ces chemins que chemine mon chemin. Le cheminement qui permet à l'homme d'évoluer n'est pas un cheminement donné à l'homme par l'homme. C'est un cheminement donné par des intelligences supérieures à l'homme. Les hommes, les êtres qui ont reçu au début les instructions de ce chemin sur les chemins, l'ont enseigné par la parole, qui, à l'époque, était encore moins perfectionnée que celle d'aujourd'hui, ce qui fait que ces chemins ont été déformés par l'incompréhension qui était empêchée par, justement, le manque de vocabulaire. Alors, ce qui fait que on a les chemins placés par l'homme pour l'homme dans un but humain, pour permettre à l'homme d'arriver vers certaines formes d'espoir spirituel ou d'espoir d'évolution, ou de devenir des dieux, pour différentes raisons, combattre les autres dieux, être allié avec les dieux, enfin plusieurs raisons. Et on a les chemins placés par l'homme suite à une interprétation du chemin. L'être humain veut évoluer. L'être humain seul veut évoluer. Et l'être humain collectif veut évoluer. L'égrégore sociétaire veut évoluer. Mais l'individu dans son propre ego veut évoluer. Qu'est-ce que c'est évoluer? C'est-à-dire qu'il veut se transformer pour arriver à être mieux. C'est le but de l'homme. L'homme veut être mieux. L'homme refuse d'être pire. Pire dans sa perception psychologique, évidemment, et non pas dans la réalité même des choses. Parce que l'homme, même si l'homme veut évoluer, même si l'homme veut s'améliorer, en réalité, l'homme ne veut pas s'améliorer. L'homme ne veut qu'améliorer l'impression qu'il a de lui. Et plus tu te crois bon, mieux tu te sens. Que tu sois meilleur ou non, cela n'a aucune importance. C'est l'impression que tu as de toi que tu veux améliorer. Si vous vous trouvez bon, vous vous trouvez beau. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes laid. Mais il n'y a eu aucun changement dans le domaine du physique. Il n'y a eu changement que dans la perception.
Et l'être humain veut évoluer, c'est-à-dire que l'être humain ne veut que perfectionner l'image qu'il a de lui. Mais lui, c'est pas nécessaire. Alors, ce qui fait que tu vas finir par prendre de l'embonpoint, tu vas engraisser, tu vas fumer, tu vas te droguer. Cela n'est pas important pour ton évolution si l'image que tu as de toi paraît évoluer. Dans la réalité des choses, l'évolution ne se fait pas à partir d'une image psychologique projetée par l'individu qui essaie de se contempler comme il aimerait être et qui préfère croire qu'il est comme ça immédiatement pour éviter de se rendre compte qu'il aurait une démarche à faire et un effort à faire. Alors, les chemins placés sur la Terre par les hommes ou les chemins qui ont été déformés, le chemin intelligent déformé et pluralisé dans l'expression par l'être humain, ne sont que des chemins qui, en fin de compte, n'amènent l'homme qu'à faire évoluer l'image qu'il a de lui. Si, pour avoir une meilleure image, tu dois avoir un meilleur corps, ce chemin va obliger ton corps à se transformer. Mais c'est un phénomène, disons, du hasard, que tu sois tombé dans un chemin qui oblige ton corps à se transformer. Parce que dans un autre chemin, l'image que tu as de l'être évolué ignore le corps, alors tu te fous de ton corps. Et remarquez bien que votre démarche évolutive est toujours en rapport avec l'image que vous avez de vous et l'image que vous voulez avoir de vous, et non pas un contexte intelligent lié à un phénomène d'évolution. Le chemin, celui sur lequel je marche, est par-dessus les chemins placés par l'être humain parce que, premièrement, il est intelligent, et deuxièmement, il est conséquentiel, en ce sens que l'évolution de l'homme, on pourrait appeler cela de l'éducation. Car l'homme s'éduque en évoluant, et l'homme évolue en s'éduquant. Maintenant, évidemment, l'éducation peut être projetée dans un phénomène d'efficacité sociale comme dans un phénomène d'efficacité évolutionnelle. Le chemin sur les chemins, évidemment, est un chemin qui a comme objectif l'efficacité évolutionnelle. Maintenant, chaque être humain veut évoluer. Chaque être humain est seul et chaque être humain, à partir de cette solitude, décide de s'améliorer. Il veut surtout améliorer son image et si pour améliorer l'image, il doit améliorer les autres plans, il fera donc un travail en fonction d'une évolution sur différents plans pour avoir une impression psychologique d'évolution. Alors, si vous devez allumer des cierges et prier pour vous sentir évoluer, vous allez donc le faire. Et votre impression sera celle d'un être qui évolue, d'un être qui fait plaisir à des divinités, par exemple. Si pour évoluer, vous devez, comme certaines sectes de l'Inde, massacrer au moins une fois par année un touriste en l'étranglant avec une corde, eh bien, en le faisant, vous allez avoir la même impression que celui qui allume des cierges, vous allez avoir une impression d'évolution. Si pour vous sentir évoluer, vous devez embarquer dans un avion et plonger tête première sur un bateau ennemi, un avion suicide, les kamikazes japonais de la dernière guerre mondiale, alors vous allez le faire et vous aurez l'impression d'être évolué. Seule l'image a été perfectionnée, l'image de l'individu par rapport à lui-même a été perfectionnée. Le chemin évolutif réel, le chemin sur les chemins, est un chemin qui a en vue, comme objectif, l'évolution de la race humaine. L'évolution de la race humaine n'est jamais liée à l'évolution d'un individu dans l'individualité d'un individu. L'évolution de la race humaine est toujours reliée à la collectivité planétaire. Autrement dit, l'évolution de la race humaine est reliée à une société, à une nation, à un pays. C'est-à-dire qu'elle est reliée à un immense nombre d'individus. Si dans la collectivité, disons 300 000 individus, 150 individus meurent tous les jours et qu'il en vienne au monde 150, les 150 individus qui auront à mourir ne dérangent en rien le plan d'évolution planétaire, donc ils ne dérangent en rien le chemin sur les chemins. Autrement dit, que vous viviez ou que vous mouriez, ça n'a aucune importance pour l'évolution planétaire. Et aucune forme d'énergie ne portera attention sur le fait de vous garder en vie en tant qu'individu. Jamais. Sauf si votre vie amène une collectivité à évoluer, ou du moins à rester en vie. Autrement dit, un individu qui est un chef d'État, un chef de guérilla, un chef religieux, un chef
quel que soit le chef, un chef de collectivité, lui aura une importance dans le chemin sur le chemin, dans le plan évolutif planétaire. Mais l'individu seul, non. Quel genre d'évolution la collectivité recherche-t-elle? Une évolution pour elle-même. Alors qu'en réalité, elle devrait rechercher une évolution collective. C'est-à-dire que, pour rechercher une évolution collective, vous ne devez pas essayer d'aider autrui. Aider autrui, c'est imposer à autrui nos malheurs et nos espoirs. Non. L'évolution planétaire ne se fait que dans une collectivité génétique. Elle ne se fait pas dans une collectivité qui vit en même temps. Alors, le chemin sur le chemin, c'est quoi? L'être humain essaie de mettre au point des méthodes d'amélioration, d'évolution, soit d'évolution pour améliorer l'image que l'on a de soi, ce qui est, pour la majorité, bien suffisant, soit des méthodes d'évolution réelles qui obligent l'être humain à se transformer malgré l'impression de l'image, malgré l'impression de sa psychologie. L'individu qu'il évolue. Oblige un individu à être obligé d'obliger l'évolution sur la planète Terre. Présentement, le chemin qui vous anime est un chemin psychologique, un chemin qui n'a comme objectif que d'améliorer l'image que vous avez de vous. Malgré tout cela, donc à l'insu de vous-même, on vous oblige à vous transformer. Et ce n'est pas l'homme, c'est la vie. La vie représentée par des événements qui sont manipulés par des formes d'intelligence soit inférieures à l'homme, soit supérieures à l'homme. Mais sachez toujours que n'importe quel plan inférieur est assujetti à un plan supérieur. Et ce n'est que par rapport à l'homme qu'il a l'air, disons, satanique, mauvais, imbécile, absurde ou stupide. Le chemin sur le chemin est un chemin qui oblige l'être humain à apprendre et à communiquer son apprentissage d'une façon génétique à ses enfants, donc à sa descendance. Prenons par exemple l'être humain comme vous l'êtes vous autres. Vous venez au monde. Après votre naissance, vous allez évoluer dans un contexte social. Votre évolution sociale n'est permise dans ce contexte que par la génétique. C'est-à-dire que si vous naissez avec un cerveau égal à celui de l'homme de Cro-Magnon, avec une forme physique identique à celle de l'homme de Cro-Magnon, avec une dextérité manuelle similaire à celle de l'homme de Cro-Magnon, ben vous avez juste à observer comment vous feriez pour taper à dactylo. Avec un silex, avec une masse ou avec une roche. L'être humain est évolué dès sa naissance parce que l'évolution a été transmise dans le plan de la génétique. Toute évolution qui n'amène pas un changement radical, c'est-à-dire un changement génétique, un changement physique chez l'individu, n'est pas une évolution. Elle n'est qu'une impression d'évolution. Vous vous améliorez, vous évoluez, vous enfantez un enfant, et l'enfant doit repartir au même point de départ que vous autres. Donc, il n'y a pas eu d'évolution dans le plan planétaire lors de votre vivant, lors de votre passage sur la planète. Vous vous transformez. Vous apprenez, vous améliorez le corps de votre, votre corps physique, l'état, les conditions du vécu de votre physique. Vous améliorez votre psychologie, mais cela est transmis dans les gènes, donc dans la génétique. Et lorsque vous allez avoir des enfants, ceux-ci, dès leur départ, dès leur naissance, auront déjà un point de plus que vous. L'évolution réelle ne se fait pas dans un individu qui, partant d'un point zéro, la naissance, arrive à une fusion, arrive à un samadhi ou arrive à une quelconque, disons, béatitude lors de sa vie, dans un vécu. Observez que la majorité des individus qui veulent évoluer croient à la réincarnation. Ils ne savent pas si c'est un fait ou non, mais ils y croient. Mais accepter de croire à la réincarnation et ne pas prendre conscience du chemin sur le chemin
c'est ne pas comprendre le plan de la réincarnation. Si votre évolution n'amène pas une transformation radicale, authentique, inchangeable, une mutation dans votre corporalité, non pas dans votre psychologie, dans votre corporalité, quand vous allez mourir, si vous vous réincarnez, quel genre de corps physique, quel genre de race humaine va vous recevoir? S'il n'y a pas eu de transmission de votre évolution dans la génétique chez vos enfants et de ces enfants-là dans leurs enfants, vous allez renaître dans une humanité identique à celle-ci. Il n'y a donc aucune évolution possible. Et si on se plaît de croire à la réincarnation, on doit donc évidemment envisager le fait que nos transformations doivent être transmises à nos enfants pour qu'eux autres partent, construisent la base de leur vie sur le sommet de la nôtre. De cette façon, il y a évolution. Mais comprenez bien une chose. L'évolution technologique, l'évolution matérielle, facile à transmettre, sans génétique. C'est-à-dire qu'elle est mémorisée dans la matière. Donc, c'est la génétique matérielle. L'évolution humaine, l'évolution psychologique de l'homme ne peut être transmise par l'enseignement. Elle ne peut être transmise radicalement que par la génétique. Autrement dit, vous comprenez quelque chose. Vous transformez votre vie, vous transformez votre point de vue, par quelque phénomène que ce soit, par quelque cours que ce soit, par quelque religion que ce soit, par quelque morale, philosophie ou quoi que ce soit. Est-ce que vos enfants vous suivent tous? Si vous avez une transformation de votre psychologie, cela ne veut pas dire que vos enfants vont comprendre la même chose que vous, vont avoir une clarté de vision comme la vôtre. La psychologie humaine ne se transmet pas d'un être à un autre par la génétique réincarnative. Elle se transmet d'un être à une masse, selon des lois, disons, typiques de la réincarnation, sur lesquelles je ne reviendrai pas ce soir parce que j'ai déjà fait une conférence là-dessus. Mais l'important, c'est que si vous vous transformez, et n'importe quelle école enseignement doit privilégier les enseignements qui obligent une mutation dans le corps physique pour permettre, que l'individu le veuille ou non, une transmission de l'évolution par la génétique. Cela veut dire évidemment que toutes les transformations que vous allez faire après la naissance d'un enfant ne sont pas évolutionnelles réellement. Et toutes les transformations qui sont faites avant la naissance d'un enfant et qui sont faites quelques années avant la naissance d'un enfant ont la possibilité d'être inscrits au niveau des gènes et automatiquement l'enfant qui va venir au monde est un enfant qui est en avance. Donc un enfant qui est plus évolué parce que les parents étaient dans un état plus évolué lors de la conception de l'enfant. Et de cette façon, il y a évolution planétaire. Et le chemin sur les chemins, c'est celui de l'évolution par la génétique. Cela soulève évidemment plusieurs points. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ont déjà eu des enfants, ceux qui ne peuvent avoir d'enfants, ceux qui ne veulent avoir d'enfants, et patati patata. Il est bien évident que les personnes qui ne peuvent transmettre leur schéma évolutif par la génétique ne servent absolument pas à l'évolution de la race humaine. Maintenant, l'individu qui essaie de cerner le problème de l'évolution génétique à partir de ses propres lacunes ne peut trouver de solution à ces lacunes. Qu'est-ce que transmettre une évolution? Moi, je communique des choses. Cela peut transformer des individus. Cela crée donc une espèce de vogue, une espèce de forme d'énergie qu'on appelle un égrégore, qui pourrait aussi porter le nom de mode, qui fonctionne un certain temps jusqu'à ma disparition. Et moi, d'ailleurs, je disparais en 86. Suite à la disparition de l'orateur, il y a transformation des énergies chez les individus, et lentement, tout s'estompe, tout s'efface. Il ne reste qu'un souvenir, soit sur cassette, soit dans des livres, écrits par l'orateur ou par des individus qui étaient auditeurs. En fin de compte, il ne reste à peu près plus rien d'authentique par rapport à l'énergie qui a déjà été transmise.
Donc, il n'y a pas eu d'opération de transformation sur un plan génétique, ce qui fait que la connaissance d'un individu transmise à une petite population s'avère à ne servir que le plan de l'astral planétaire. Donc, il ne s'avère à peu près inutile. Il s'avère à peu près inutile. Sauf si, évidemment, il y a transformation mémorielle physique. Donc, transformation, mutation physique chez les êtres humains qui font office d'auditeurs. Si une connaissance n'est transmise que par des livres, si une connaissance n'est transmise que par une tradition, vous savez, une habitude, ça se fait tout seul. Une tradition, c'est une habitude collective. Et tradition ou habitude, c'est l'aberration qui permet à l'être humain de ne jamais évoluer. Quelle que soit une tradition, c'est un frein à l'évolution. Ce n'est que la répétition d'une vie d'emprunt faite il y a quelques milliers d'années, ou il y a quelques centaines d'années, ou il y a quelques dizaines d'années, et on ne fait que répéter, sans innover. Une tradition, c'est simplement la transmission de l'évolution hors de la génétique. On prend des livres sacrés. Sacrés parce que sacré quelque chose à celui qui le lit. Disons qu'ils ne sont sacrés que pour cela. On prend un livre et on transmet l'évolution spirituelle de l'être humain pendant 2000 ans à travers des traditions et des livres. On doit donc réinstruire le nouvel arrivant, l'enfant qui vient de naître. Chaque nouvel arrivant doit être réinstruit comme l'étaient nos arrière-grands-parents, parce qu'il n'y a jamais eu évolution. L'être humain qui naît par ce principe n'est jamais plus évolué que celui qui est venu au monde il y a 2000 ans. Ce qui fait que ces êtres humains-là font la guerre, comme leurs ancêtres, pour les mêmes raisons, au nom des mêmes dieux, transmutent la psychologie en des sectes ou en n'importe quoi. Il n'y a pas évolution. Il n'y a eu que stagnation et répétition de tradition. Si nos premiers chrétiens auraient réellement été transformés, ceux qui ont connu le Nazaréen ont été transformés par différents principes. Et celui, évidemment, qui l'a connu le plus, ça a été Lazare. Celui qui l'a renié 3 fois, celui qui a gardé l'idée qu'il était le socle de l'Église, alors qu'il n'était plus socle de rien du tout, Pierre, car c'est Lazare qui a reçu mission de transmettre par après, disons, les fondements de l'État christique. L'Église a transmis des connaissances à partir de livres qui ont été écrits plusieurs dizaines d'années après la disparition du Nazaréen, qu'on connaît sous le terme de Nouveau Testament, et à travers 60 évangiles, on en a collectionné 4. La tradition a été transmise chez les individus il y a 2000 ans, et on la retransmet de la même façon aujourd'hui, et il n'y a eu aucun changement, parce que ce genre de transmission n'a jamais rien opéré comme évolution chez l'être humain. C'était un chemin parmi les chemins. L'évolution présente chez l'être humain est le résultat d'une évolution non planifiée par l'être humain, une évolution non connue de l'être humain, celui d'une transformation radicale chez l'homme qui oblige l'homme, à son insu, à le transmettre à sa descendance. Ce qui fait que, allant avec le temps, chaque individu qui vient au monde a une corporalité, une forme physique de plus en plus efficace et de plus en plus adéquate. Et le corps physique étant ce qui permet l'expression des énergies supérieures, automatiquement, l'être humain qui naît avec une corporalité supérieure est un être humain qui est de beaucoup plus évolué. Vous avez une dextérité manuelle extraordinaire. Et vous avez les possibilités musculaires de faire travailler vos doigts, de même que les possibilités neurologiques de connaître les muscles. Mais nos ancêtres n'avaient pas la même dextérité que l'on a. Il y a donc eu évolution dans le plan génétique, ce qui vous amène à avoir un cerveau comme vous l'avez. Et non pas un cerveau petit, comme nos ancêtres en ont déjà eu un. Et toutes les transformations dues à la génétique physique, à l'évolution physique, sont la réelle expression de l'évolution planétaire de l'homme. L'homme, l'être humain, ne voit surtout que la transformation physique dans des êtres beaucoup plus raffinés.
qui paraissent souvent plus faibles que nos ancêtres, mais qu'ils ne le sont pas nécessairement. Mais ils ont aussi une capacité mentale de comprendre des choses comme jamais l'homme ne l'a compris. Et ça, cela leur a été transmis par la génétique. Ils ont une psychologie extraordinaire qui est même capable de berner l'intelligence chez l'homme, qui est même capable d'empêcher l'homme de discerner le vrai du faux. Et donc, il y a eu évolution au niveau du plan astral, transmis par la génétique. Regardez juste les enfants d'aujourd'hui. Ils sont totalement différents des parents. Et les parents sont différents des autres parents. Mais plus on recule dans le passé, plus les parents étaient similaires à leurs parents. Et plus on avance vers notre époque, plus les enfants sont différents de leurs parents. Parce que plus l'évolution avance, plus elle avance vite. Ce qui fait que dans la génétique, demandez pas à vos enfants de comprendre ce que vous comprenez. Ils sont extrêmement en avance sur vous, mais la société n'est pas à leur niveau. Donc, automatiquement, ils ont des expressions qui sont similaires à ce qu'on connaît. L'être humain qui suit un cours, l'être humain qui est dans une religion, dans une philosophie, dans une école traditionnelle, ésotérique, dans n'importe quel phénomène, disons, d'évolution, doit toujours avoir à l'esprit que pour que cela soit utile réellement, non pas seulement pour impressionner l'image qu'il a de lui et l'image qu'il veut faire évoluer, pour opérer une réelle évolution, cela doit opérer chez l'être humain une mutation physique. Mutation physique qui va être perçue par l'être humain. De quelle façon? C'est simple. Vous avez un état d'esprit. À un moment donné, vous êtes plus calme. Quand cela va faire 3 années consécutives que vous serez plus calme, c'est qu'il y aura eu transformation dans votre biologie. Les médecins savent extrêmement bien que tout le système endocrinien, génère, contrôle, exprime les phénomènes psychologiques de l'homme. Chaque fois qu'un individu a une sécrétion trop ou trop peu d'une certaine hormone, il exprime des états psychologiques qui peuvent être pathologiques, qui peuvent être schizophrènes, qui peuvent être dépressifs, qui peuvent être différentes formes. Et le fait de donner des médicaments chimiques peut contrôler l'état hormonal ou le fait d'avoir des traitements d'acupuncture ou des douches d'eau froide, des douches d'eau chaude, des électrochocs, enfin plusieurs phénomènes de notre psychiatrie et psychologie moderne, amènent l'individu à retrouver un état normal, disons, dans la majorité des cas. Ce qui prouve que votre état psychologique est déterminé par un état chimique de votre corporalité. Et s'il y a transformation de votre psychologie et que cela dure, c'est qu'il y a eu transformation dans votre corporalité qui permet l'expressivité d'une psychologie calme ou d'une psychologie qui comprend plus. Pourquoi le yoga donne des effets chez l'être humain? On ne fait travailler que la forme physique, du moins dans le hatha yoga. Mais oui. Pourquoi le conditionnement physique? Pourquoi l'acupuncture est capable de calmer, de déstresser, d'ôter des allergies, enfin, etc.? Pour la simple raison qu'en travaillant sur le corps physique, on oblige notre psychologie à exprimer une énergie qui est en relation vibratoire avec l'état de la corporalité physique. Donc, si vous avez une condition psychologique ou mentale X et que vous la conservez à un moment donné sans effort pendant un certain nombre de temps, donc elle ne diminuera pas, elle aura tendance à rester pareille ou à augmenter, c'est qu'il y aura eu mutation dans votre physique. Ce qui veut dire que l'enfant qui sera généré par après, lui aura un potentiel évolutif supérieur au vôtre à votre naissance. On a vu dans l'aspect psychologique là, que l'astral, disons, c'est un peu quelque chose de visqueux, dans le sens que tout ce qui t'impressionne finit par se coller dessus. À cette heure, ça, c'est des chemins. Ça t'amène à un paquet de chemins. À cette heure, quand tu en arrives, c'est quoi qui se passe que, je veux dire, que tu peux en arriver à une transformation génétique? C'est quand une information est suffisamment haute en vibration pour être mémorisée dans tes gènes, qui fait que tu vas pouvoir la transmettre à tes enfants. Qu'est-ce qui se passe là, entre les deux, la ligne de démarcation? Bon, premièrement, c'est évident qu'un individu qui est sur les chemins, donc un chemin qui ne vise que l'amélioration évolutive de l'image qu'il projette de lui-même, le chemin de la masse, de la collectivité, cet individu-là, à son insu, transmettra une certaine forme d'évolution, évolution qui sera réellement acquise par la forme physique, par des guerres, par des famines,
par des conditions socio-économiques périlleuses ou extrêmement efficaces, qui sera transmise par des malheurs, des douleurs, par le cheminement évolutif réel que l'homme appelle la souffrance. La souffrance oblige l'être humain à une adaptation. Adaptation qui est continuelle, autant sur le plan de la psychologie, le plan du mental, le plan du vital, que le plan de la forme physique. Donc, la souffrance oblige l'individu à une amélioration psychologique et un début de souffrance de type mental chez quelques rares individus. C'est sûr que si l'individu n'est pas en harmonie avec l'extérieur, c'est-à-dire que l'individu vit avec une espèce d'événement qu'il veut vivre et qu'il essaie, avec cet événement-là, de transformer l'événement réel qu'il vit, il y a automatiquement souffrance. La souffrance, c'est simplement le refus que va porter une mémoire à sa transformation. Si je te coupe la main, tu as une mémoire corporelle qui garde ta main en forme. Et le refus à se transformer, quand on l'on coupe, amène la souffrance. Cette souffrance, elle est intelligente en ce sens qu'elle permet à la corporalité de se défendre contre une transformation. Parce que le corps physique ne doit pas subir de transformation trop rapide, étant donné que c'est l'expressivité énergétique la plus dense. Mais la psychologie refuse, encore plus que le corps physique, la transformation de sa mémoire. C'est-à-dire que moi, j'ai en mémoire le fait que j'ai un enfant, et la journée que mon enfant s'est fait tuer lors d'un accident d'auto, je refuse de croire que mon enfant est mort, c'est-à-dire que je veux, dans ma mémoire, je veux qu'il continue à vivre. Je refuse donc qu'il soit mort, et la mémoire doit être transformée par la réalité, et le refus de la transformation amène la souffrance psychologique. L'être humain souffre simplement parce que l'être humain refuse d'accepter la réalité comme elle est. Il essaie toujours de comparer la réalité à ce qu'il aimerait qu'elle soit, alors ce qui fait que, donc, il y a continuellement souffrance. La génétique, qu'est-ce que c'est au niveau du plan évolutif? L'être humain a une transformation cellulaire continuelle. C'est-à-dire que les cellules qui sont mortes sont éliminées et elles sont remplacées par des cellules neuves. Parce que chez l'être humain, les cellules continuent continuellement à se diviser pour garder le corps en vie. Parce que la longueur de la vie du corps humain n'est pas proportionnelle au vécu d'une cellule. Par contre, il y a une mémoire chez l'homme, une mémoire. Il y a plusieurs formes de mémoire, disons de base, qui servent de point de comparaison à chaque division cellulaire, ce qui fait que les cellules du foie se divisent malgré que la première cellule qui a créé le foie est plus là, elle est morte. Il y a toujours une espèce de mémoire du foie pour que chaque cellule dans le foie, quand elle se divise, puisse non pas multiplier par 2, ce qui donnerait un foie qui continuerait à grossir, ce qui est un état normal, disons, pendant une phase de grandissement jusqu'à l'état d'adulte. À un moment donné, une cellule meurt, 2 cellules meurent, une cellule se divise en 2 et on a 2 cellules. Donc, une cellule remplace 2 cellules, mais il n'y a pas multiplication. Ce qui arrive, c'est que cette mémoire fondamentale qui est chez l'homme, reliée dans l'énergie vitale de l'homme, dans la vie, elle détermine la production cellulaire chez tout le corps et ainsi que la spécialisation de ces trucs cellulaires. Tout le système endocrinien, ce sont les systèmes de glandes, des glandes endocrines, c'est-à-dire des glandes qui sécrètent des substances qui sont directement portées à l'intérieur du système sanguin. Alors, on a l'hypophyse, l'épiphyse, on a la glande thyroïde, on a les glandes surrénales, on a le pancréas, on a un paquet de glandes dans le genre qui gèrent tout l'état de santé de l'être humain ainsi que ses conditions psychologiques. Donc, les possibilités d'exprimer des formes d'énergie. La mémoire fondamentale de l'énergie vitale, celle qui est la vie même, si un jour elle quitte le corps ne peut plus continuer à se procréer, c'est-à-dire que le corps meurt, parce qu'il n'y a plus de référence mémorielle pour permettre une division cellulaire. Alors, quand la vie quitte l'homme, l'homme pourrit. Cette vie a autre phénomène, elle peut être mutée par la psychologie de l'astral, c'est-à-dire qu'un être humain qui a, par exemple, peur de vieillir, un être humain qui refuse le vieillissement, un être humain qui a peur de la mort, un être humain qui refuse la mort, et avoir peur de vieillir ou refuser la mort, c'est pas nécessaire qu'on se le répète dans notre tête. Il y a plusieurs phénomènes. À chaque fois qu'on a cassé notre date de naissance, il y a des stress, il y a plusieurs phénomènes qui finissent par exprimer ces peurs-là. Cela peut amener l'énergie vitale à être enclenchée dans un processus où on aura une division cellulaire accélérée pour combattre la mort ou le vieillissement.
Et ce genre de pathologie physique se nomme cancer ou tumeur, où on va avoir un paquet de cellules qui finissent par se procréer d'une façon folle. Et disons qu'on a deux sortes de pathologies, de virus ou de bactéries qui viennent permettre en plus le cancer. Et c'est l'énergie vitale surtout qui va permettre la procréation d'un paquet de cellules inutiles qui finissent par apparaître sur la peau, au niveau du cerveau, sur le foie, sur les seins, etc. Alors, ce qui fait que l'énergie vitale, c'est une forme mémorielle surtout qui donne la forme physique. Si, dans l'évolution psychologique, on est capable d'enclencher un cancer, on est capable d'enclencher une guérison, parce que l'énergie vitale, la mémoire étant transformée, automatiquement, dans le corps physique, on va avoir des cellules qui vont devenir malades, parce que la cellule qui vient remplacer celle qui meurt n'a pas la même forme mémorielle, elle est plus faible, elle est différente, elle résiste moins à telle forme de maladie. Alors, ce qui fait que la psychologie finit souvent par donner des possibilités au corps physique d'être malade, des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire 99,999% de nos maladies. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si la psychologie de l'homme est capable d'engendrer des maladies, elle est aussi capable d'engendrer des guérisons. Et ça, on l'a déjà vu dans les annales de la médecine, c'est fréquent. Et dans les annales, disons, publiques, c'est aussi connu que certains individus atteints de maladies, disons, incurables, mortelles, à un moment donné, parce qu'ils ont transformé leur vision psychologique, ils sont arrivés à pouvoir se guérir. Mais ça, c'est le phénomène banal, le phénomène salvateur de l'homme qui évolue sur les chemins, bref, sans savoir trop ce qu'il fait. Un individu qui est conscient, justement, de la transmission génétique de l'évolution, c'est un individu qui va donc essayer d'obliger sa corporalité à se transformer, donc à transformer la mémoire du vital, de façon à ce que la division cellulaire soit améliorée. C'est-à-dire que dans chaque cellule, on a évidemment un noyau cellulaire, et dans le noyau, on a un noyau, et dans ce noyau du noyau, on a les chromosomes sur lesquels disons que c'est toute la génétique complète est compris à l'intérieur des chromosomes, de l'ADN, et si on transforme ces molécules d'ADN, automatiquement, la cellule qui naît est transformée. Alors, ce qui fait que si un spermatozoïde rencontre un ovule, il va y avoir mixage de l'ADN, ce qui va donner un individu qui va avoir, au niveau réincarnatif physique, des similarités avec les parents, avec le père et la mère et les arrières, c'est-à-dire que tous les caractères qui étaient réceptifs, qui ne s'exprimaient pas, tu as les yeux verts, ton grand-père avait les yeux bruns, et ton enfant peut avoir les yeux bruns, même si toi tu avais les yeux verts. Parce que dans tes gènes, tu avais une probabilité d'avoir les yeux bruns. Et ta femme avait les yeux verts, mais sa mère avait les yeux bruns. Et dans la génétique, en fin de compte, c'est les yeux bruns qui vont sortir. Enfin, donc, c'est long à expliquer. Ce qui arrive simplement, c'est que l'individu est capable de transformer sa génétique vitale de façon à ce que dans la production cellulaire, il y ait une transformation. Autrement dit, l'individu qui est nerveux finit à la longue par être calme. Et au bout de 10 ans, il est toujours calme. Pourquoi? Parce que les cellules mortes ont été remplacées par des cellules qui avaient une forme légèrement différente, qui, disons, faisaient en sorte que l'énergie électrique nerveuse circulait plus lentement, était mieux coordonnée. Donc, il a amélioré son corps physique par des exercices psychologiques, par des exercices de yoga, par quelque forme d'exercice que ce soit, et en fin de compte, c'est transmis dans la génétique chez l'être humain. Autrement dit, vous avez à un moment donné l'impression que vous avez changé, et puis tout d'un coup, l'impression s'en va avec un coup de vent, puis vous êtes encore au même point. Parce que l'évolution n'a pas été transmise dans vos cellules, ce qui fait qu'à un moment donné, il suffit qu'il y ait des phénomènes extérieurs ou intérieurs qui viennent balayer ça, et vous revenez ce que vous étiez. L'évolution est lente, longue et pénible dans ce temps-là. Si tu évolues, tu te transformes, et que tu vérifies toujours dans ta condition physique ton évolution. Et c'est ça l'important. Mais l'être humain ne vérifie son évolution que dans la projection, dans la forme qu'il a de son évolution. Alors moi, je suis plus évolué parce que je comprends plus de choses. Alors si ton évolution, selon la forme que tu projettes, est reliée à ce que tu comprends, évidemment, tu te fous de mettre en pratique ce que tu comprends ou non. Mais l'individu qui vérifie, parce que l'individu est conscient que l'évolution se fait d'une façon génétique, pour lui-même comme pour les autres, automatiquement, il essaiera de voir à appliquer dans un domaine exprimé par le corps physique
ces transformations psychologiques. Donc, c'est là l'erreur qu'on fait. Si on le comprend mais qu'on ne le met pas en pratique, il ne passe pas dans la génétique. Il ne se passe absolument rien, donc tu n'as qu'une idée. Autrement dit, moi, je suis calme. Quelqu'un rentre ici puis se met à crier. Bon, il vient de briser mon énergie. Et où mon évolution? Je dois transformer l'univers pour être évolué. Autrement dit, moi, je reste pareil. Si tout change, t'es évolué. Si tout change, t'es évolué. Puis moi, ben, c'est ça qui est mon évolution. Je dois être dans une pièce calme. Je dois m'en aller en campagne. J'évolue. Alors, ce qui fait que j'ai besoin de... Plus tu évolues, moins tu as de besoin. Plus tu évolues, moins tu es dépendant. Alors, ce qui fait que... Ah ben là, je suis en ville, ce qui fait que j'ai réellement pas le temps. Puis tu sais, la pollution, les énergies, le stress, puis tout ça, c'est simplement parce que ta forme évoluait, mais jamais toi. Un individu calme va être calme en ville comme il va être calme en campagne. C'est sûr qu'un individu qui va en campagne peut être apaisé. Pour combien de temps? À un moment donné, il va s'ennuyer de la ville. Il va s'énerver en campagne. Il ne saura plus quoi faire en campagne. Puis rendu en ville, il va relaxer. Bon. Alors, l'individu n'a pas d'évolution réelle, il n'a que l'impression d'évoluer parce qu'il n'y a une évolution que dans l'impression. Et l'individu se contente de faire évoluer l'impression qu'il a de lui-même. La génétique, pourquoi? Tu évolues, tu transmets cela à ton enfant évolue, il comprend, donc il s'arrange pour le mettre en application. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à te relaxer, tu ne fuis pas en campagne. Tu restes où tu travailles, tu restes où tu es, et là, tu te transformes. Et quand tu es transformé là, et que là, tout va bien, là, tu peux déménager, si ça te tente encore de déménager. Mais tu déménages pas pour évoluer. Tu t'en vas pas sur une île déserte pour enfin être en paix. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont déjà échoués, des îles désertes. Laisse-moi te dire qu'ils n'ont mangé du corail, t'es pas en paix. Mais là, Daniel, il y en a plusieurs qui doivent se poser la question. Tu as parlé, en fait, qu'il faut que cette génétique-là se transmette à travers un enfant. Là. Tu pourrais-tu élaborer pour les... Comme tu as commencé à en parler, oui. Un petit peu plus loin. Alors, ton enfant transmet cela à son enfant, et à un moment donné, il y a un enfant qui vient au monde, et c'est toi. Et toi, tu viens au monde dans un corps 50 ou 100 fois plus évolué que celui que tu as présentement. Donc, automatiquement, tu es plus évolué. Et à partir d'une vie dans un corps plus évolué, évidemment, tu auras un contexte social plus évolué, parce que les enfants, en naissant, comprendront des choses instantanément, choses que toi, tu as dû comprendre par l'expérience. Donc, le cadre social se transforme, et toi, renaissant, tu vas peut-être enfin renaître dans un corps qui pourra être immortel, pour pouvoir achever dans une vie ce qu'il te reste à achever. Plusieurs individus visent l'immortalité, mais la majorité des individus, disons presque tout le monde, n'arrivera pas à l'immortalité dans cette vie-ci. Même si on enseigne qu'à un moment donné, l'homme devra être immortel dans sa forme physique pour accomplir finalement quelque chose, l'être humain qui n'est pas immortel dans son vécu, qui est mortel dans son vécu, celui-ci, s'il transmet dans la génétique son évolution, il y a une évolution planétaire réelle, il y a une évolution dans sa famille, parce que la réincarnation génétique se fait surtout au niveau des plans familiaux. Au niveau de ta famille. Normalement, tu devrais te réincarner plus toi que d'autres dans des descendances qui viennent de toi. Parce que l'affinité vibratoire a tendance à t'attirer là. Alors, ce qui fait que si tu transmets génétiquement ton évolution, tu t'obliges à évoluer la journée que tu vas revenir. Transmettre l'évolution par la génétique se fait de deux façons. Il va y avoir un système d'éducation pédagogique qui oblige la génétique corporelle d'un individu à éduquer, à être transformé. Et évidemment, la deuxième manière, c'est que tu es un individu à éduquer, donc tu dois t'obliger à te transformer. Jusqu'où, disons, que l'individu en général peut espérer atteindre des transformations dans sa propre génétique dans cette vie-ci, là? Dans cette vie-ci, un individu peut carrément arriver à l'immortalité. Le problème, c'est que l'individu est double chez l'homme.
on a un être qui est psychologique, celui qui projette une forme et qui veut faire évoluer la forme, il veut faire évoluer l'image qu'il a de lui. Et on parle d'immortalité, et encore là, c'est l'image qu'on veut qu'il soit immortel. Même si mon corps physique meurt, moi je reste moi-même, puis un jour je me réincarne, puis je continue. L'être humain se plaît à croire ce genre de procédé réincarnatif. Mais c'est une farce. La réincarnation ne suit pas ce cheminement. Elle n'a pas été déterminée par la psychologie de l'homme. L'homme est un mortel, pourquoi? Parce que l'évolution de l'homme, quand l'homme a, disons, fait quelques erreurs, il y a de cela quelques 120, 130 millions d'années, lors de certaines décadences humaines sur un continent qui s'appelait Lémurie, donc antérieur à l'Atlantide, antérieur à l'Europe, antérieur aux Amériques, l'individu même s'est vu doté du seul processus d'évolution sur le chemin, celui de la mortalité. Tu meurs. Ayant une évolution de ton image spirituelle, tu veux garder cette image-là, c'est l'identification que l'homme se fait de lui-même. L'être humain, s'il est immortel, ne va poursuivre l'évolution que dans cette évolution formelle, dans l'impression qu'il a de sa propre évolution. L'être humain mourant, cette forme est diluée dans l'astral planétaire, elle est donc désintégrée pour aller nourrir l'astral planétaire, et de corporalité physique en corporalité physique, ces espèces de dilutions-là se réincarnent en collectivité dans un individu, et la race humaine poursuit son évolution. La journée que l'être psychologique se détruit lui-même, se suicide, c'est-à-dire qu'il ne reste que l'être réel évoluant, il n'y a plus d'évolution de la forme. Je ne veux pas paraître évolué, je ne veux pas me sentir évolué, je ne veux pas que l'on pense que je suis évolué. Je ne veux rien de tout ça. Si je dois faire telle action et que tout le monde pense que je suis fou, je fais l'action quand même. Je fais l'action pour avoir une expérience, je fais l'action pour me transformer, mais l'image que j'ai ou que je donne n'a aucune importance. Et l'être humain qui en arrive là est proche de l'immortalité, parce qu'il se rapproche du plan d'évolution où on peut lui permettre d'être immortel, parce que qu'est-ce qui va être immortel? Ça va être l'être réel dans l'homme psychologique. Mais tant que l'être humain attache une importance à l'image évolutive qu'il a de lui, ou à l'image évolutive que les autres ont de lui, automatiquement, il ne place son énergie évolutive que sur l'évolution de la forme, sur l'évolution de l'image qu'il a de lui. Et cette évolution imagée n'est jamais transmise dans la génétique, elle est automatiquement détruite lorsqu'un individu meurt, parce que c'est un danger évolutif. Et c'est la seule intervention d'énergie intelligente dans l'évolution aberrée de l'homme, c'est la mortalité. Il y a réincarnation, mais la réincarnation et la mortalité, c'est une stupidité qu'on oblige à l'homme parce que l'homme est encore plus stupide que le phénomène de la mortalité. Bon. Alors, à un moment donné, tu arrives à un phénomène d'immortalité parce qu'il n'y a pas de forme qui veut être immortelle, il n'y a plus de forme, il n'y a que l'être lui-même qui est déjà immortel. Bon. Regarde, par exemple, la personne qui t'accroche à la sortie du métro pour te montrer un papier, moyennant, et puis qui t'aime, et puis tout ça. Rencontre-la dans 5 ans d'ici. Puis regarde si elle t'aime encore, puis si elle est encore à la sortie du métro. Elle a l'impression d'être en paix. Elle a l'impression. Et étant donné que l'être humain ne différencie pas l'impression, l'évolution de l'impression et l'évolution de lui-même, c'est pas grave. Alors on va dans une religion, je vais me faire confesser, je ressors de là, j'ai l'impression d'être bien. Et pour cette impression, je continue à rester dans une telle ou une telle religion. Pour une impression, je vais à une telle ou une telle conférence, je fais tel ou tel séminaire. Mais je ne veux l'évolution que de l'impression. Jamais l'évolution de l'être réel. Qui est prêt à souffrir? Pas grand monde. Tant qu'on souffre dans notre mental, puis qu'on s'imagine qu'on a fait des choses, ça va. Mais quand on prend le corps physique, puis qu'on l'amène pour faire de quoi? Pour qu'il y ait une réelle évolution, l'impression, pas d'accord. L'être humain veut pas. Alors, l'être humain qui est dans les chemins ne fait évoluer que son image. Et l'évolution réelle, l'évolution génétique, c'est-à-dire celle qui dure, sans que tu dois nourrir l'impression. J'ai été à telle place, j'étais en paix, j'ai donc évolué. Et je suis assoiffé de retourner là, ou je dois y aller au moins une fois toutes les X temps. Voilà, tu n'as pas encore une évolution dans ta génétique.
Autrement dit, l'évolution que tu as ne t'appartient pas. Tu dois aller la rechercher de temps en temps pour l'avoir parce qu'elle ne t'appartient pas. Les individus souvent viennent chercher mon énergie parce qu'elle ne leur appartient pas. Cette énergie-là peut être suffisamment adéquate pour transformer l'énergie vitale de l'individu, donc la génétique de l'individu, ce qui fait qu'à un moment donné, les cellules qui vont se recréer vibreront différemment. Ils vibreront une énergie similaire à la mienne, mais qui sera la leur, et automatiquement, l'individu aura évolué dans la génétique et il vibrera de par lui-même. Mais l'individu qui, après 15 ans, doit encore aller s'abreuver de l'énergie de l'orateur est un individu qui ne fait évoluer que l'impression qu'il a de son évolution, l'impression qu'il a de lui, mais pas lui. Tu as besoin de n'importe quoi, ça peut être une possibilité. Prends-le. Serre-toi-en peut-être quelques années. Mais il vient un moment donné où tu dois l'abandonner. Parce que ou elle ne sert à rien, parce que tu ne t'en sers que pour faire avancer ta forme, ou elle est absolument inefficace. Tu commences à faire du yoga et tu viens te vanter que ça fait 30 ans que tu fais du yoga. Pauvre esclave. Moi, j'en ai fait 6 mois, 1 an, 2 ans, et les résultats que j'ai obtenus, je les ai encore, et je ne fais plus de yoga. J'ai donc pu prendre une nouvelle technique, parce que j'étais prêt, et avancer plus loin, jusqu'à temps que j'abandonne encore, pour avancer encore plus loin. Tu commences à lire un livre qui te permet d'évoluer, mais à un moment donné, le livre, prête-le en espérant que le gars ou la personne ne te le remettra pas. Puis, va voir dans un autre livre. Mais si tu gardes un livre, parce que tout le monde le garde, ou pour quelque raison que ce soit parce qu'il te plaît, et que c'est ce livre-là, tu ne jures que par ce livre-là. Encore une impression. Ben, tu as continuellement besoin de l'énergie du livre pour te donner l'impression que tu as évolué. Prenons un exemple concret. Mettons que les gens qui sont... tu dis tantôt en exemple, mettons, l'orateur part en 86, mettons, un exemple. Est-ce que les cellules des gens qui ont commencé à faire un travail sur eux autres sont capables de se régénérer par eux autres mêmes dans le nouveau type, dans le nouveau chemin, dans le sens que tu parlais? Le travail qui est commencé est commencé. Il se terminera, du moins, dans un processus de transformation cellulaire. Maintenant, dépendant de la vibration du corps physique, donc des cellules de l'individu, ce qui, évidemment, est en relation avec la vibration de l'énergie vitale astrale mentale et possiblement de l'ajusteur de pensée collectif, le travail peut se continuer sans la présence de l'orateur. Mais encore là, c'est une minorité qui vivront ce processus. Il y aura d'autres orateurs et il y aura des événements énergétiques qui viendront parfaire et poursuivre le travail génétique. Mais l'éducation, vous allez n'importe où pour apprendre quelque chose après un certain nombre de temps, où l'éducateur, ou l'éducation, l'enseignement se transforme royalement en même temps que vous, sinon vous devez abandonner l'école, la religion, la philosophie, la morale ou quoi que ce soit. Parce que si elle ne se transforme pas et qu'après 3 ans, vous ne vous êtes pas transformé, c'est-à-dire que si vous vous êtes transformé, vous l'abandonnez à bout de temps. Puis si vous continuez à être dans la même chose, sans être nourri par l'espoir que vous allez retourner vers votre religion dans X temps, autrement dit, tu abandonnes carrément et tu t'éloignes, alors automatiquement, tu vas pouvoir te rendre compte si oui ou non tu es en paix. J'ai connu des individus, moi, qui fumaient. Et selon eux, une fois partis dans un type de projet, rendus dans un autre pays, dans une terre promise, ils ne fumeraient plus. En s'en allant, ils ont tous appris à fumer la drogue. Elle se vendait pas cher au Mexique. Ils ont tous appris à boire. Ils ont tous appris plus que ce qu'ils faisaient ici déjà. Mais ils n'ont rien amélioré de leur sort. Et j'ai rencontré suffisamment d'individus, 100% des individus sur 5000 rencontrés, se sont rempirés une fois sortis de leur cadre où ils se sentaient mal, malgré qu'ils disaient s'améliorer en sortant du cadre. Où vous êtes présentement, vous êtes dans l'endroit le plus parfait pour évoluer, à la condition que vous ne vouliez pas faire évoluer la forme, l'impression que vous avez de vous. Et c'est dans l'efficacité de la psychologie exprimée que l'individu arrive à placer dans sa génétique son évolution. Je dois être calme. Bon, il se passe un paquet d'événements,
tu observes ce qui se passe et tu arrives à rester calme. Au bout de 5 ans, si tu fais ça tout le temps, ben tu vas être calme, ben non, tu vas être con. Bon. Si tu es calme au bout de 5 ans, tu ne te forces plus. Les choses arrivent, puis ils ne te dérangent plus. Là, c'est le temps de changer de cadre pour aller voir ailleurs. Et si ailleurs, tu recommences à t'énerver, c'est que la leçon, elle t'a pas été profitable, c'est encore juste la forme que tu as nourrie de ton évolution, mais jamais toi. Ce qui fait que tu fais du yoga et tu sors de la salle de yoga et ton yoga doit te servir. Tu dois apprendre à respirer, tu dois apprendre à marcher yoga, à sentir ton corps, tu dois apprendre à maîtriser des choses, pas juste dans la salle de yoga. Sinon, elle est où l'évolution? Quand tu meurs, tu n'es jamais venu au monde. Tu es venu, tu as vécu, tu es mort, et puis, dans l'histoire de l'humanité, tu aurais pu ne jamais exister, et ça aurait été la même chose. L'évolution ne se fait que par la génétique, et l'évolution chez l'être humain de son vivant ne se fait que par la génétique, parce que c'est ce qui vous garantit votre transformation. Vous êtes amélioré parce que génétiquement vous êtes transformé, ce qui fait que vous n'avez plus d'efforts à faire pour être ce qu'un jour vous avez voulu être, et pour y arriver, vous avez donné un effort. Mais si au cours de toute votre vie, vous devez refaire inlassablement les mêmes efforts, ben maudit, changer de principe, changer de moyen, changer de technique, faites quelque chose. Parce qu'il n'y a aucune évolution. Hein? L'homme n'est pas là pour répéter continuellement les mêmes choses. C'est fini? C'est tout? 5 minutes? OK. Ah ben là, il me pogne un dépourvu. Bon, on parle de génétique. On a parlé la semaine dernière, je fais un lien avec la semaine dernière, où tu disais qu'un homme intelligent perd jamais rien. Perd jamais rien, si tu veux. OK. Est-ce que l'homme, ou ce qui est rendu dans sa psychologie, tout ça, quand il décide qu'il sacrifie, mettons, un niveau, il sacrifie, mettons, un niveau matériel pour investir dans un niveau mental, etc., est-ce qu'avec où il est rendu dans son évolution, est-ce qu'il se fait rouler par lui-même ou par la force qui est en lui? Est-ce qu'il est assez clair, avancé dans sa conscience pour commencer à faire des bargains comme ça? Une chose qui est évidente, c'est que l'individu qui veut évoluer doit connaître au moins 2 principes. Celui, premièrement, de la matière. Si tu n'as pas d'argent, qui est l'énergie représentative de toute l'expressivité dans la matière, dans le plan évolutionnaire de l'homme, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas bien nanti matériellement, tu ne pourras pas arriver à exprimer dans la matière. À moins que tu sois placé dans un contexte de guerre, perdu dans le bois, dans la jungle, où là, tu dois transformer la matière, mais tu es riche, la matière est gratuite. Quelle que soit la matière, elle est gratuite, tu peux la prendre. Dans une société, prends la matière sans la payer, tu es en prison. Alors, la matière n'est pas gratuite, donc il te faut de l'argent. Premier critère, l'individu doit s'arranger pour être financièrement solide. Alors, ce qui fait que de laisser tomber le travail ou des choses matérielles pour se mettre à méditer ou s'acheter un ashram au Tibet, c'est une stupidité. Deuxième principe, l'individu doit être financièrement solide pour pouvoir échanger l'énergie de l'argent contre de l'énergie de connaissance. Tu achètes un livre, tu peux apprendre. Tu vas payer le prix pour le livre. Mais c'est normal, il y a un échange d'énergie. Tu viens à une conférence, tu payes. Et c'est normal, tu vas bénéficier de l'énergie de la conférence si tu payes. Oui, mais j'ai pas d'argent. Tu as juste à être plus riche. Et c'est un péché que d'être pauvre. Alors, l'individu a des problèmes matériels pour la simple raison qu'il n'essaie pas à long terme de régler son problème matériel, mais il n'essaie que de le régler à court terme. Il n'est pas conséquentiel. Il n'est pas conséquentiel, ce qui fait que n'ayant pas un budget à long terme, il restera toujours pauvre, à moins de certains phénomènes, disons, qui pourraient l'enrichir. Mais l'individu qui est capable d'économiser, qui est capable de bien penser aux phénomènes matériels, arrive à un moment donné, pas à être riche nécessairement, mais tu veux aller à une école d'alchimie comme on a aux États-Unis, ben tu as de l'argent pour prendre l'avion, tu vas, tu reviens. Tu n'as plus trop d'argent, mais ton frigidaire est plein, tu as encore un travail, tu n'es pas riche. Mais tu as suffisamment d'énergie, d'argent pour te permettre de l'échanger contre de l'énergie de connaissance. Tu ne vas pas voler un livre dans lequel on t'enseigne de ne pas voler pour évoluer. D'accord? Tu as suffisamment d'énergie. Mais il faut bien comprendre
que l'énergie matérielle vient en son temps à celui qui en a de besoin. Un individu qui vient, par exemple, à une espèce de séminaire très spécial qu'un jour je vais faire ici au Québec et qui dit c'est vraiment trop cher, ben c'est le seul moyen que moi je peux mettre pour filtrer un individu. Et fais-toi-en pas, l'énergie de l'argent va rentrer lorsque mentalement tu auras l'énergie suffisamment, disons, puissante pour pouvoir bénéficier de l'apprentissage d'un séminaire spécial. Tu viens à un cours, tu payes tant, et tu ne peux pas venir, c'est parce que tu n'as pas l'argent, c'est parce que tu n'as pas suffisamment d'intelligence dans ton mental pour réussir à acquérir suffisamment d'argent d'une façon suffisamment coordonnée pour pouvoir comprendre l'enseignement du cours. Tu viens, on ne te charge rien, tu suis le cours, puis tu t'en vas, puis tu es déçu, c'était pas ce que tu pensais. Et ça, on l'a expérimenté souvent. Je ne parle pas nécessairement au centre de l'universalité, mais partout ailleurs. Puis j'en ai rencontré des individus avec qui ont donné des cours pas chers. Ça valait pas cher. Le cours était extraordinaire, personne ne comprenait rien. À un moment donné, il met ça à 200 $, il y a 20 personnes qui s'inscrivent, tout le monde sort de là emballé, tout le monde a été transformé. C'est pas les mêmes individus qui sont venus, c'est des individus prêts à venir. Alors, tu dois avoir des finances,